Alors là, pendant quelques mois, il y avait les Gilets jaunes ont pu donner l'illusion que, allez, on allait rentrer à l'Élysée et puis sortir Macron à coups de pied dans le cul et puis reprendre le pouvoir comme ça. Bon, voilà, ça se passe pas comme ça. Si vous n'avez pas la CIA avec vous, si vous n'avez pas George Soros avec vous, si vous n'avez pas des gros moyens, donc je reprends toujours l'exemple de l'Ukraine parce que je le connais bien, si vous n'avez pas tous ces moyens-là, il faut voir les moyens déployés, par exemple, un autre exemple au Venezuela. Là, c'est vraiment c'est le Pentagone, ils envoient des forces spéciales, etc., pour essayer de faire tomber Maduro. On en pense ce qu'on veut du gouvernement, enfin du système, enfin du régime, enfin du parti. La question n'est pas là. Là, je parle de technique pure, de technique du coup d'État, technique du putsch. Bon, si vous n'avez pas les moyens de la CIA, si vous n'avez pas les moyens de la fondation Open Society de George Soros, vous ne faites rien, en fait. Si vous avez juste un gilet jaune et que vous êtes là comme ça avec vos drapeaux français et puis que vous marchez sur l'Elysée, vous vous prenez des flashballs dans la gueule, puis c'est tout. Ça se termine à l'hosto, puis voilà. Et puis ça dure 3 manifs comme ça, et puis après, c'est fini, quoi. Voilà, donc je veux dire, il y a des choses élémentaires à faire, c'est déjà se munir de bouclier, c'est le minimum. Mais ça, ils le font même pas. Donc je veux dire, là, les manifs de Gilets jaunes, aujourd'hui, ça revient à aller au casse-pipe pour pas grand-chose. Enfin, je veux dire, c'est là où on voit peut-être même la grande arnaque de ce qu'on nous a appris depuis quelques années, c'est-à-dire qu'une révolution peut passer par les médias, les réseaux sociaux, et finalement, ça peut se suffire à lui-même pour obtenir un bon résultat. Comme prétendument, ça aurait été le cas pendant les révolutions de printemps, les révolutions arabes. Là, on voit avec les Gilets jaunes qu'il ne suffit pas de montrer des cadavres ou des blessés dans les médias et dans les réseaux sociaux, même à l'échelle internationale, pour renverser un gouvernement. Il faut plus que ça. Et voilà, parce que le régime de Macron est fort. C'est-à-dire, en fait, il a tout le système mondialiste avec lui. Et il n'a pas du tout l'intention de s'en aller comme ça après quelques semaines de manifestations. Dans le cas des révolutions colorées, printemps arabe ou révolutions colorées dans les ex-pays du bloc communiste, en fait le régime était faible et gangréné totalement. C'est-à-dire que non seulement il y a des gens dans la rue pour mettre la pression au niveau psychologique sur le pouvoir, mais en plus, vous avez plein de hauts fonctionnaires qui sont soudoyés aussi par les fondations Soros et compagnie. Donc en fait, le pouvoir légal est pris en sandwich entre la rue et les hauts fonctionnaires soudoyés et corrompus par, en gros, l'Occident, quoi. Donc, mais là, en l'occurrence, en fait, on est dans la mesure où le pouvoir français fait partie des corrupteurs. Je veux dire, en fait, vous ne pouvez pas l'avoir comme ça. C'est le pouvoir français qui participe aux révolutions colorées en Libye ou en Syrie, notamment. On a envoyé des troupes. Il y a des troupes au sol, des forces spéciales, qui essayent de faire tomber Bachar el-Assad depuis des années et qui ont fait tomber Kadhafi. Là, je ne sais pas si la France a envoyé des troupes, des équipes de forces spéciales, mais en tout cas, l'OTAN, ce qu'on appelle l'Occident, l'Occident en fait, utilise tous ces gros moyens, plus effectivement la corruption des élites locales pour les retourner. Donc la France fait partie de cette coalition internationale qui provoque des révolutions chez les autres. Donc ils sont bien informés sur les techniques. Ils sont tellement bien informés sur les techniques que vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas se laisser avoir, puisque c'est eux qui pratiquent ça ailleurs. Donc ils savent très bien ce qu'il faut faire pour soi-même ne pas être déstabilisé par une tentative de déstabilisation type révolution venant de la rue. Quand il n'y a pas les moyens physiques, quand il n'y a pas les moyens financiers, tout ce qu'on peut faire, c'est de l'agit-prop. Ce que font les Gilets jaunes, et à ce niveau-là, il faut les soutenir, c'est maintenir une tension permanente, mais de basse intensité. Donc en fait, on parle de guerre de basse intensité. Là, il y a aussi, maintenant, on est dans la révolution de basse intensité. J'avais appelé ça la révolution lente dans un bouquin. Et en fait, alors là, ça rejoint justement les théories marxistes, certains théoriciens marxistes comme Gramsci ou d'autres, sur l'importance de la guerre culturelle. Donc là, effectivement, les Gilets jaunes font de la guerre culturelle. Ou de la révolution culturelle. C'est-à-dire que là, il y a une déstabilisation
En fait, il y a une vraie déstabilisation du régime, mais faible. C'est-à-dire, en fait, une déstabilisation de basse intensité. C'est-à-dire que le gouvernement, aujourd'hui, Macron, a une très mauvaise image, puisque, justement, les images des blessés circulent, sont envoyées un peu partout. Donc, en fait, bon, les Gilets jaunes et les gens qui les soutiennent aussi dans l'État profond français sont en train, en fait, de pourrir l'image de Macron à l'international. C'est pas nul. Ça fait partie de la guerre culturelle, donner une mauvaise image. Mais c'est pas suffisant. Voilà. Et donc, il faut attaquer. Vous voyez, en fait, pour attaquer un bastion, pour attaquer un fort, une forteresse, il faut attaquer par tous les bouts. Si on se contente d'attaquer par la métapolitique, c'est-à-dire les réunions, les conférences, on n'arrivera à rien. Il faut aussi attaquer par l'angle de la politique politicienne, et elle, effectivement, est moins enthousiasmante, parce que ça suppose de renoncer à un idéal. Et effectivement, d'accepter le concret, le retour du concret tout le temps, d'accepter et d'être capable aussi d'aller au-delà de la psychologie des autres et de sa psychologie à soi. Parce que ensuite, le risque, en politique, c'est d'individualiser les choses et de tout miser, en fait, de tout analyser de manière personnalisée. Mais ça, c'est les enfants qui font ça. Donc, faut mûrir un peu. Je veux dire, le fait de tout ramener tout le temps à Marine Le Pen quand on parle du Rassemblement national, c'est une forme d'immaturité, ni plus ni moins. Les enfants sont centrés sur leurs parents pendant, je sais pas, jusqu'à l'âge de 12-13 ans. En fait, ils voient tout au prisme de ce que leurs parents disent ou pensent ou font. J'ai un ami qui me dit, je lui proposais de tracter là, samedi matin, il pleuvait. Il me dit non, je vais pas me mouiller pour Marine Le Pen. Alors je lui réponds un texto, je lui dis mais moi non plus, je me mouille pas pour Marine Le Pen, je me mouille pour moi. C'est pas pour Marine Le Pen que je fais ça. Et idem, si je vais dans une manif de Gilets jaunes, c'est pas pour Éric Drouet, ou pour, je sais pas quoi, Jérôme Rodriguez ou d'autres. On le comprend mieux avec les Gilets jaunes parce que les leaders sont moins visibles, moins proéminents. Les partis politiques, en fait, le président, la présidente du parti est toujours poussé en avant, très visible. En plus, dans le cas de Marine Le Pen, c'est la fille du père, donc voilà. Mais je veux dire, il faut vraiment dépersonnaliser complètement la politique et sortir des rapports individuels, sortir des rapports de jugement esthétique, si la personne est belle ou moche ou tout ça, mais c'est totalement régressif. Donc on fait de la politique pour soi et ce sera jamais parfait. Et on n'aura jamais exactement ce qu'on veut. Ça aussi, il faut l'accepter une bonne fois pour toutes. On n'aura jamais exactement ce qu'on veut. L'idéal ne correspond jamais à la réalité. Voilà. Et tant qu'on rêve de rétablir une espèce d'âge d'or, on est en fait dans la psychologie, c'est-à-dire qu'on est dans un imaginaire régressif. Tant qu'on rêve de rétablir un groupe fusionnel, avec cette croyance que, je sais pas quoi, l'ancien régime ou les sociétés traditionnelles étaient parfaitement homogènes, où tout le monde était d'accord, qu'il y avait une belle unité, en fait c'est une fiction complète ça. Je veux dire, les sociétés traditionnelles étaient parcourues de divisions, elles aussi. Et c'est René Girard qui parle de ça. Enfin, je veux dire, les tribus primitives, tout ça, étaient parcourus de tensions qui ne pouvaient se résoudre que par le sacrifice d'un bouc émissaire, par exemple. Donc c'est bien la preuve qu'il y avait un problème d'agressivité latente et que le groupe primitif est au bord de l'éclatement en permanence aussi. Alors évidemment, quand on rentre dans une société mondiale comme la France, là, avec beaucoup d'immigration et beaucoup de facteurs de division qui viennent se surajouter, ça n'arrange rien, c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème de l'éclatement de la société se pose de tout temps et en tout lieu. Et la politique, ça consiste à faire de l'unité, précisément en développant un discours adapté à la moyenne, pour que le plus grand nombre se sente concerné, et pour avoir le maximum de surface, pour parler au maximum de monde. Il y aura toujours des marginaux qui ne seront pas d'accord ou qui vont contester ce consensus. Mais la politique, c'est faire du consensus. C'est pas autre chose. C'est pas qui même me suivent ou ralliez-vous à mon panache blanc. Ça, c'est vraiment des cas très particuliers. Mais c'est pas ça la politique. La politique, c'est beaucoup moins ambitieux. Ça a beaucoup moins de panache. C'est vraiment je sais pas comment dire ça. C'est du quotidien.
c'est du quotidien, c'est pas du rêve. Et ça, le problème de la droite nationale, c'est qu'elle est beaucoup trop dans le panache, dans le rêve, et dans le... Enfin, voilà, dans des considérations esthétiques, en fait, fondamentalement. Il faut sortir de l'esthétique, il faut sortir de la psychologie, faut se placer son intérêt au-delà de la psychologie et de l'esthétique, et savoir que mon intérêt individuel consiste à m'associer au maximum de monde pour trouver des modus vivendi, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que moi, je ne m'en sortirai pas individuellement. Il y a des espèces qui sont grégaires, des espèces qui sont non grégaires. Les ours, par exemple, les Pyrénées, ne sont pas grégaires. Ils ne se rassemblent pas en grands groupes. Voilà, donc quand ils cherchent une femelle, ils trouvent une femelle, après ils se séparent, etc. Mais il n'y a pas de troupeau, vous voyez. L'être humain est un être grégaire. Nous vivons en troupeau. Donc il faut aussi se rappeler ça. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'on peut s'en sortir tout seul et que les logiques individuelles comment dire ça, ont une pertinence, j'allais dire, zoologique, vous voyez ce que je veux dire, de sociobiologie en fait. Physiquement, on n'est pas fait pour vivre dans les bois seul, et puis pour trouver une femelle de temps en temps et lui faire des petits, et voilà. Et ça, il y a des espèces qui sont comme ça. Mais nous, on n'est pas fait comme ça. Donc, il faut être capable comme ça, de s'associer au plus grand nombre. Sinon, on se retrouve justement éclaté, atomisé, et c'est de ça que nous souffrons, justement, à l'ère du capitalisme et des grandes villes, et de la tertiarisation, et de la boboisation, et des rencontres par site, parce qu'on ne rencontre plus personne, finalement, en vrai, quoi.